Oh bravo. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Alors, comme d'habitude, vous les connaissez, leur réputation les précède, mes deux chroniqueurs préférés, Pierre et Mathias. Salut les gars. Salut Jérémy, salut Pierre. Eh bien, bonjour. Alors vous dites pas, tiens, où est l'introduction fun de d'habitude ? Eh mais putain, d'habitude, pardon, tu fais des intros et t'en as pas fait. Ouais, mais en fait, c'est... Alors, il y avait une fois, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais chanté, et j'avais eu des retours comme quoi c'était pas... Voilà, faudrait pas que ça se reproduise. Du coup, il se trouve que j'ai quand même trouvé une chanson qui se prêtait plutôt bien à l'épisode dont on va parler de ce soir. Ah. Mais pour ne pas vous infliger ça une nouvelle fois, je ne vais pas la chanter, mais je vais seulement vous lire le refrain que j'ai recomposé juste pour vous aujourd'hui. Ça donne ceci. Deux étrangers au bout de la France si différents, un Limougeot, un Réeuillois, et pourtant pulvérisés sur l'autel du podcast éternel. Waouh. Et donc oui, parce que deux étrangers, parce que aujourd'hui on va parler de Nine Perfect Strangers. Strangers qui veut dire étranger en français. Donc Alors, si jamais c'est des gens qui sont vraiment idiots. Donc voilà, c'était ma petite recomposition de Manhattan Kaboul par Renaud et Axel Rouge. Donc voilà, chers auditeurs, aujourd'hui, exactement. On va vous parler aujourd'hui, chers auditeurs, de Nine Perfect Strangers, la nouvelle série Amazon Prime Video. Enfin, nouvelle, c'était il y a 2-3 semaines quand même, le jour où on enregistre ce podcast. Et la 500e série de David O'Kelly. Donc oui, la nouvelle série de David E. Kelley. Et si vous nous suivez depuis nos débuts, c'est-à-dire il y a moins de 6 mois, vous savez qu'on a déjà parlé d'une création de David E. Kelley qui n'était autre que The Big Shot, une série qui nous avait marqué par son amour des lycéennes et du basketball. Une série que tu t'es engagé à terminer. Que je n'ai jamais terminé, je le concède. Ah, donc qui est surtout, on le connaît plutôt comme le créateur d'Ally McBeal, notamment, une série que ceux qui connaissent la grande époque série télé sur M6 ont sûrement beaucoup regardé, comme Pierre et moi en tout cas, et Mathias aussi sûrement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc on va rentrer tout de suite dans les petites traditions habituelles. Pierre, oh mon Pierre, peux-tu me lire le résumé de Nine Perfect Strangers proposé par Amazon Prime Video, s'il te plaît? Oui, je peux. Alors, il y a déjà, ça commence bien à marquer en gras nouveaux épisodes chaque semaine. Parce qu'ils ont choisi un format hebdomadaire. Alors, Nine Perfect Strangers suit le parcours de 9 personnes très différentes qui arrivent au centre Tranquillium, une mystérieuse résidence de bien-être qui promet une transformation totale. Sur place, les résidents tombent sous le charme de l'énigmatique Masha, qui mettra tout en œuvre pour les soigner. Et voilà. Donc, ce programme est... Et ça pas. Oh non, putain, ça me manque du coup. Il y a que Amazon Netflix Prime. qui nous Il faut propose qu'on fasse que des séries Netflix. cette petite sucrerie. À bientôt là. On va faire la série du mec de House of the Notting machin là. Il fait une nouvelle série sur M6, le mec, tu sais, qui a fait la série sur le manoir hanté là, qui avait 2 saisons. C'est ce que j'ai prévu au programme pour la semaine prochaine. Ah, c'est un film Midnight Mass, c'est un film. Bah non, j'ai noté au planning. Mike Flanagan. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourtant, c'est proposé dans les séries. Et bah écoutez, c'est un fail. Il est possible que je me trompe. Il est possible que tu te trompes, ce qui est très rare. Oui. Du coup, j'en serais très content parce que c'est enregistré. Donc, chers auditeurs, vous verrez si Pierre a tort et s'il admet son erreur lors d'un prochain enregistrement. Donc, oui, Nine Perfect Strangers, donc 9 parfaits étrangers. Non, on va peut-être pas l'écrire comme ça, du coup. Moi, ça m'a rappelé Des Petits Nègres, le titre. Je sais pas si. Bah oui, bien sûr. Il y avait un petit sous-entendu. Enfin, on dit plus ça maintenant en France. On dit. And then they were none en anglais depuis longtemps, depuis les États-Unis. Et je crois qu'il y a une nouvelle traduction pour le livre d'Agatha Christie. Ouais. Que je ne connais pas en fait, parce que moi j'ai toujours dit ça, mais on n'a plus le droit de le dire. Mais là n'est pas le débat. Donc Nine Perfect Strangers, donc on l'a dit, création de David E. Kelley, créateur entre autres d'Ally McBeal, personne plutôt cotée dans l'univers de la télévision américaine. Et donc là, on arrive quand même sur une série avec un casting assez foufou. Parce que c'est vrai qu'on parlait il n'y a pas longtemps de Masters of the Universe, ça n'a rien à voir, mais en termes de casting, on est sur du très très lourd quand même. Donc Nicole Kidman, Luke Evans, il y a Bobby Carnival,
Il y a alors l'actrice, je me rappelle plus son nom, mais j'avais beaucoup aimé dans, je sais plus, un petit film d'horreur que j'avais vu, qui joue un peu la bimbo. On a évidemment Zod. J'oublie, j'ai un Michael trou. Shannon. Michael Shannon, donc Zod, c'est peut-être pas son plus grand rôle, mais j'aime beaucoup Michael Shannon, et surtout que là, il a un rôle qui est assez à contre-emploi de la classe et de la bourrusité du monsieur, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est un mot non plus. Donc, Melissa ouais, McCarthy. Melissa McCarthy, qui est aussi, bon, elle est à la production, comme Nicole Kidman d'ailleurs, mais bon, ça, on ne relancera peut-être pas ces débats, comme à chaque fois, sont-ils à la production pour gagner plus d'argent ou en économiser sur leur pitch d'acteur? On ne saura pas. Et c'est une adaptation d'un roman, donc d'un roman d'une Australienne qui s'appelle Liane Moriarty, qui, selon la légende, serait la descendante du pire ennemi de Sherlock Holmes. Je m'étais juré de faire cette vanne, donc Ouais. voilà, c'est fait. Bravo. Et donc c'est sorti sur Hulu aux États-Unis, et heureusement, on a la chance de voir arriver ça chez nous sur Amazon Prime Video. Donc voilà, on est toujours content. C'est vrai qu'Amazon, moi, plus le temps passe et plus vraiment je suis content de payer pas cher pour autant de bonnes séries de qualité, on va pas se mentir. Bah, d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais le fait que Vas-y, tu, vas-y. tu parles de Amazon Prime, je trouve que ça renforce vraiment cette idée aujourd'hui que les plateformes ont une signature et de plus en plus en termes de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que bien plus qu'avant, chaque plateforme a un niveau d'exigence, de qualité qui est représentatif pour moi de la production en général. Parce que là, par exemple, prenons notre ami Ikele. On voit bien que quand il est sur Disney+, il fait un big shot qui est voilà, Disney+. Et ça pourrait être assez repoussant. Et que là, sur Amazon Prime, ben, on a quand même quelque chose qui est super bien foutu, qui est bien écrit, qui est très mature. Enfin, Alors, après, moi, j'aime pas, mais après, on va alors, discuter, quoi. On verra ça un petit peu plus tard. Pour le Raconte, moment, raconte. par contre, non, mais c'est vrai que du coup, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et puis surtout, on arrive sur des networks maintenant qui arrivent à créer des castings qui, enfin, tous ceux qui ont connu la télévision, des séries télé des années 70, 60, 70, 80, où à l'époque, voilà, c'était un peu du recyclage d'anciens acteurs qui allaient à la télévision. Maintenant, voilà, c'est les grands acteurs qui vont à la télévision parce qu'en fait, c'est là aussi que sont peut-être les meilleures histoires, on sait pas. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat tout de suite, mais voilà, on avait parlé de Solos, pareil sur Amazon Prime Video, qui avait un casting pareil hollywoodien, qui était assez fou, hein, Morgan Freeman entre autres. Et donc là, quand on a Nicole Kidman, donc qu'on voit plus trop, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir vu dernièrement au cinéma. Peut-être Pierre, toi qui est plus au fait des dernières sorties, t'as vu Nicole il y a pas longtemps, ou peut-être que tu l'as croisée en soirée, je sais pas, ce qui est possible aussi, à la machine à café, tu sais. au boulot. Donc non, en tout cas, c'est vrai que du coup, la frontière entre le cinéma et la télévision, même si c'est pas, moi j'ai un peu du mal presque à appeler ça de la télévision maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec la télé, on est sur des services de SVOD, on est sur un écran qui est notre télé, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment parler de télévision? Je suis pas sûr. Donc voilà, les standards ont changé. Peut-être un jour on fera un débat là-dessus, je sais pas. Mathias, c'est toi qui nous as proposé de parler de Nine Perfect Strangers. Parle-nous un peu plus de ce pilote, ce qui se passe, Alors, pourquoi, comment. écoute, je vais essayer de rester un peu dans le flou parce que c'est vraiment ce que je préfère dans cette série. Il se trouve que je suis à jour, hein, à l'heure où on enregistre ce podcast. Peut-être qu'il me manque un épisode, mais j'en ai vu au moins 6. Et tu as fait allusion à Agatha Christie et je pense que tu as bien fait de le faire parce que le pilote pose un, un espace, un huis clos où différents personnages se retrouvent au même endroit. A priori, ils ne savent pas qu'ils vont être réunis et en fait, ils sont réunis a priori pour un même et un seul objectif. Et donc, cet épisode pilote d'exposition nous dresse un portrait orienté des différents personnages auxquels on va tous être confrontés en tant que spectateurs. Et voilà, et donc on commence à toucher du doigt quelques fêlures en découvrant les premières caractéristiques de chacun des personnages. Donc les personnages, parfois c'est une famille, comme avec Michael Shannon, qui lui est père de famille, et avec sa femme et sa fille,
ils viennent dans cet endroit-là. Bobby Cannavale, on ne sait pas qui c'est. Melissa McCarthy non plus, et c'est des personnages qui arrivent là. L'endroit est a priori un peu difficile à trouver, il est au milieu de nulle part, puis une fois qu'ils arrivent dedans, on leur demande, on leur confisque leur téléphone portable, on leur explique qu'ils vont être dans une forme de thérapie. Au départ, ça semble être une sorte d'hôtel de luxe où chacun va pouvoir se reposer, et très rapidement on comprend que non, c'est plus fin que ça, c'est un environnement thérapeutique et qui va nécessiter des sacrifices et un investissement de chacun, et tout ça, on sent que tous ces personnages sont réunis autour d'un seul et même personnage qui est celui de Nicole Kidman, qui est une sorte de gourou, on ne sait pas trop, on l'attend, elle est là, elle est déjà présente alors qu'elle n'est pas là, et, et quand elle arrive, alors je pense qu'on la voit dans le pilote, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, on la voit plusieurs fois même. Et, Elle arrive pour la première fois justement dans la chambre de Melissa McCarthy pendant qu'elle pleure. C'est la toute première fois qu'on la découvre. Elle arrive un peu comme un ange, comme l'ange Gabriel Exactement. débarquerait. Surtout qu'elle voilà, elle est toute en blanc, elle a un côté. Alors moi, il y a un truc que je trouve fascinant avec cette actrice-là, c'est que beaucoup disent, ben voilà, elle est tellement refaite qu'il n'y a plus aucune expression ni rien, et je trouve que dans ce personnage qu'elle incarne là, ce côté éthéré, il fonctionne à 200%. Elle a l'impression que c'est presque un spectre, et elle cache. En fait, ce qui est génial et que moi qui me plaît, et qui fait très Agatha Christie, c'est que évidemment chaque personnage cache des tonnes de secrets, et au fur et à mesure des épisodes, les révélations vont tomber, et chaque secret, chaque faiblesse peut être utilisée contre le personnage. Et on sent qu'il y a une forme de complot qui se met en place. Et ce qui m'a vraiment particulièrement intrigué, et pourquoi je voulais qu'on le fasse dans le podcast, c'est que la série met le spectateur dans l'expectative. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cerner à quel genre on est confronté. On ne sait pas si c'est un polar, on ne sait pas si c'est une comédie, on ne sait pas si c'est un drame. Et il ne nous donne pas les clés à dessein pour pouvoir déterminer. Et donc, on est trimballé au même titre que chacun des personnages, d'un genre à un autre sans savoir où on va aller. Et moi, ça particulièrement, ça m'a touché. Tu le vends bien. Merci. Et non, je suis assez d'accord avec pas mal de choses que tu dis. Mais c'est vrai que du coup, moi, enfin, juste pour revenir rapidement sur Nicole Kidman, moi, j'ai toujours trouvé cette actrice magnifique. Et c'est vrai que je suis un peu triste de ce côté un peu plastique qu'on a maintenant. Mais comme tu dis, ça marche super bien avec ce personnage. Surtout, enfin, il y a un très rapide flashback. Après, on ne sait pas si tout est vrai ou si c'est une légende qu'elle a créée d'elle-même, parce qu'elle est censée être russe, apparemment, elle a aucun accent, c'est peut-être pour éviter un côté un peu peut-être ridicule, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le côté refait, Elle a je un sais petit pas. accent dans Ah la ouais, série. je sais pas, je l'ai pas, léger, ouais. je l'ai pas beaucoup entendu. Alors, c'est soit mal fait, soit léger. Voilà, Ok, on ne sait pas. c'est au choix. Mais effectivement, quand je l'ai vu la première fois arriver, j'avais un peu près l'impression que les cheveux jusque devant cachaient les pinces à linge à l'arrière de sa tête, en fait, qui tenaient la peau bien tendue. Mais par contre, non, elle est vraiment parfaite dans le rôle. Le côté un peu spectre, vraiment, c'est le mot exact que tu as choisi, je pense, parce que vraiment, elle est presque fantomatique. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, un peu l'ange Gabriel qui arrive, vraiment, il y a un côté, voilà, c'est la mise en scène joue à fond là-dessus, que ce soit sur l'éclairage, il y a une espèce de montée d'auréole dans son arrivée dans la chambre. En plus, elle arrive un peu en salvatrice, voilà. Donc là, c'est Melissa McCarthy qui est en train de pleurer. Elle arrive juste en quelques paroles à chaque fois à atteindre directement le cœur des gens. Et voilà, il y a quelque chose voilà, d'un peu de surnaturel dans ce personnage, alors que je n'ai pas l'impression, en tout cas, que la série ne soit du tout dans ce genre-là. Après, peut-être ça arrivera après, mais je crois pas trop. Donc non, voilà. Que dire en tout cas? Est-ce que je dis déjà mon avis ou est-ce que Ah oui, hein, vas-y. déblatérer sur autre chose? Écoute, moi je trouvais ça plutôt sympa. Alors j'ai pensé tout de suite, mais là c'est mon côté jeune vieux qui regardait des trucs de vieux quand il était jeune. J'ai pensé tout de suite à l'Île Fantastique. C'était une série que je regardais quand j'étais petit, qui passait sur France 3, je crois, ou un truc comme ça, ou peut-être sur TF1, qui était, voilà, c'est des gens qui allaient sur une île où il y avait un monsieur tout en costume blanc qui gérait, et il y avait une personne de petite taille, voilà, et je me rappelle plus trop exactement de cette série, c'était un peu un délire bizarre. Je crois qu'il y avait, d'ailleurs, j'ai vu l'adaptation en film d'horreur qui est sorti par Blue Mouse il y a pas longtemps. J'ai pas vraiment retrouvé le délire de la série, mais il y avait ce côté, voilà, ça me rappelait un peu, voilà, les gens qui arrivaient dans un coin
paumé, un peu paradisiaque. Là, il y a le côté en plus un peu mélange des genres des personnages, parce qu'en fait, ils sont tous très fortunés, sauf la famille de Michael Shannon, en fait. Donc lui, c'est le seul qui arrive avec toute sa famille. Donc c'est vrai qu'on n'a pas dit, donc ils sont 9. Donc il y a un couple, Michael Shannon, qui vient avec leur fille. Il y a un autre couple qui est un peu l'influenceuse Instagrammeuse, qui est avec un Renoir, avec une Lamborghini magnifique. Donc on sait pas trop ce que lui il fait dans la vie, mais enfin, ils ont l'air tous de bien gagner leur vie. Et tous les autres arrivent un par un. Melissa McCarthy, c'est une auteure qui en fait vient de se faire larguer, de ce qu'on a compris. Bobby Carnival, on n'a aucune info vraiment sur. Alors lui, il a pas d'allure dans le truc. Il est en bob, il a un vieux short dégueulasse. Moi, j'adore ce mec. Hein, vraiment, c'est un acteur que j'aime beaucoup. En plus, il est un peu forcé sur le bide et tout, donc vraiment son personnage est vraiment drôle. On a la petite. Alors l'actrice, je la connaissais pas. La blague qui joue un peu C'est celle qui a l'air. Regina King. Elle est... Ouais. Alors peut-être je l'avais déjà vue, mais je l'ai pas reconnue. Regina Hall, putain. Regina Hall, exactement, que je l'ai pas remis sur le moment, donc peut-être je l'ai déjà vue ailleurs, mais qui est celle que je trouve qui est vraiment, voilà, elle a l'air un peu perdue au milieu de tout ça. Ça a l'air d'être aussi la plus pure, on va dire, avec la famille de Michael Shannon, qui est pour le coup la famille lambda américaine. D'ailleurs, lui, il arrête pas de parler tout le temps. Il dit, nous, on a une réduction, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Donc, c'est le seul qui a l'air un petit peu, c'est les seuls qui ont l'air un peu financièrement comme nous, donc à qui on peut s'identifier. Et tous les autres, voilà, on sent que c'est pas des pauvres. Ils ont tous des belles voitures, des beaux métiers. Enfin, il n'y a pas de saut métier, hein, mais des métiers qui rapportent en tout cas. Donc voilà, un gros melting pot. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'on en revient à Agatha Christie, mais voilà, c'est ce côté groupe de personnages, c'est difficile de pas penser, en tout cas, à Dix Petits Nègres tout de suite. Voilà, tous ces gens qui se retrouvent ensemble, qui, à première vue, rien ne les rassemble. Et pourtant, c'est très vite dit, en tout cas dans la série, que apparemment c'est comme ça que fonctionne le centre. On met plein de gens qui apparemment n'ont rien en commun, et c'est à travers ce qui va se passer dans leurs interactions qu'ils vont se révéler et être amenés à devenir des personnes meilleures. Et il y a aussi un staff, hein. C'est-à-dire que c'est Ah oui, vraiment c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Et c'est on un a aussi, établi alors là, oui, parce que là, c'est aussi mon meilleur retour grave. d'acteur. Donc, c'est l'acteur, donc pour ceux qui ont connu, qui ont vu cette grande série qui est The Good Place. Et donc, on a le Manny retour Jacinto. Manny Jacinto qui jouait le moine. On l'aurait cru que c'était un moine, mais qui en fait était un vieux mec du New Jersey, je crois. Il est dans The Good Place, c'est Ah ça? non, il est côte Non, ouest, hein. non, oui, il est dans un bled paumé. Enfin bon, moi vraiment, c'était mon perso Floride préféré peut-être, je sais pas. peut-être. En tout cas, dans The Good Place, mais je l'adorais. Il me faisait mourir de rire. Il jouait vraiment super bien. Et là, on a un rôle à contre-emploi. Déjà, il a un petit bouc imberbe comme moi je le porte si mal. Donc, je me suis un petit peu identifié tout de suite. Et non, j'étais super content de le revoir. Et on a une autre personne du staff qui a l'air d'être sa compagne en fait. C'est les deux seuls qu'on a vus dans le pilote en tout cas, avec le personnage de Masha, donc de Nicole Kidman. Donc voilà, on a un total de 12 personnages pour ce pilote, donc un huis clos. Hein, enfin, un huis clos à partir du moment où ils arrivent sur place. Ah non, on voit aussi l'ex, dans un coup de fil, on voit l'ex de Luke Evans. Donc c'est vrai qu'il y a Luke Evans, j'en ai pas parlé parce que je sais que Pierre a un amour très particulier pour cet acteur, que je crois que tu détestes. Ah, Non, c'est juste que je m'en branle en fait. Ouais, non, il me semblait qu'on avait eu Il un force débat quand une fois même. que tu n'aimais pas du tout Luke Ouais, Evans. je Mais, trouve qu'il force quand même dans les rôles de merde, ça c'est quand même un choix de carrière bizarre. ouais, Il m'avait déplu dans le dans The Hobbit. ouais. Ouais. Alors bon après il a commis des films quoi, le mec il a fait Dracula Untold des trucs comme ça, tu fais mon gars peut-être arrêter Alors, peut-être arrêter quoi, tu vois. je l'avais beaucoup aimé dans un film d'horreur. J'essaierai de vous retrouver le titre. No One Lives. De Ryuhei Kitamura. Donc, c'est un réalisateur japonais qui a fait Godzilla Final Wars et plein d'autres, qui a fait Versus, enfin beaucoup de très bons films japonais un peu tarés, et qui du coup a eu une petite carrière à Hollywood. Il avait fait Midnight Meat Train avec Vinnie Jones. Il a fait un huis clos dans le désert avec un sniper qui bute des mecs en covoiturage, qui était incroyable aussi. Enfin bon, No One's Live de Kitamura, Luke Evans, c'est génial dedans. C'est des gens qui séquestrent un couple dans une chambre d'hôtel, et ils vont vite se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas eux qui séquestrent, c'est peut-être eux les séquestrés. Donc voilà, je vous conseille No One Lives. C'est peut-être, je pense, le meilleur rôle que j'ai vu de Luke Evans. Moi, je Il n'ai est rien pas contre la mal personne. dans Fast and Furious 6 aussi.
parce que je suis grand spécialiste de la saga Fast and Furious. Ouais, écoute, j'embrasse Clément et Xavier, grands fans de Fast and Furious, mais alors moi je déteste, hein, vraiment, je n'ai jamais réussi à aller plus loin que le 3. Et c'est Je peux déjà parler du 9 si beaucoup. vous voulez, j'ai adoré tout ce Non, qui mais reste. vraiment, je n'y arrive pas, moi je ne comprends pas. Mais écoute, il en faut pour tout le monde. C'est de la merde. Oui, c'est de la merde, je suis d'accord. Donc non, voilà, moi vraiment, pilote plutôt intéressant, qui après n'en donne pas trop, te donne envie de continuer pour le coup. C'est des formats qui me plaisent, voilà, on sait pas trop. Est-ce que ça va être juste vraiment voilà, des gens qui viennent pour. Et le but vraiment du centre, c'est juste de les faire se sentir mieux? Est-ce qu'il y a un petit plan machiavélique derrière? Je sais pas, j'avais plein de scénars en tête quand je l'ai vu. Pour le coup, je l'ai même pas vu dans les bonnes conditions parce que je l'ai maté dans le métro pour préparer le podcast parce que je n'ai pas le temps j'ai pas eu le temps de le regarder à la maison. Donc, et c'est con parce qu'en plus, la réal est plutôt propre. C'est c'est très classique, mais voilà, ils aiment bien jouer avec les focales. Mais non, j'ai trouvé ça plutôt propre en tout cas, et ça méritait un petit peu plus en tout cas que l'écran de mon S10. Voilà, donc en tout cas, je ferai l'effort parce que je vais regarder la suite, c'est sûr. J'attendrai peut-être que ce soit fini par contre pour pas. Puis j'ai un autre truc en ce moment en plus que je regarde, donc voilà. Mais ça On méritait demandera sûrement plus que l'écran de mon téléphone. la sponsor Samsung, s'il vous plaît. Merci. Oui, pardon. Merci. Ouais, bon, si on n'a pas les sponsors Netflix, on va pas avoir les sponsors Samsung, hein. Moi, je vise toutes les sponsors, d'accord. Mais tu as bien raison, Pierre, tu as bien raison. Ouais. Bah Pierre, toi du coup, qu'en as-tu pensé, même si j'ai eu un petit indice? Ouais, voilà. Mais en fait, vraiment, c'était ok. Pourquoi? Non, en fait, j'ai trouvé l'intro plutôt efficace parce qu'effectivement, le casting est plutôt sympathique. Même si je trouve que, en fait, ça, c'est vraiment un problème que j'ai. Il y a des séries où les mecs, t'as l'impression qu'ils font: «OK, j'y vais, je vais faire un petit contre-emploi». Michael Shannon, je n'arrive pas dans le j'adore Michael Shannon, mais là, il me fatigue, en fait. Melissa McCarthy, je pense que je suis passé, par toutes les phases avec Melissa McCarthy, là, j'en peux plus aussi. Nicole Kidman, j'arrive plus, je l'ai trop vue, je pense, et surtout cette création qu'elle s'est faite de rôle un peu de femme un peu à part, tout ça, ça commence à faire beaucoup de rôles comme ça, et j'en ai marre aussi. Récemment, on l'a vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, hein, quand même. The Undoing, moi elle avait commencé à me saouler à partir de Top of the Lake, Chennai Girl, où elle jouait pareil, des trucs un peu bizarres, et j'en peux plus. Et en fait, j'ai regardé ça, je fais: «Ouais, pourquoi pas?» J'ai regardé ça avec ma copine, on a même regardé la suite, et c'est surtout, à partir de la suite que ça a commencé à me saouler, en fait. Dans le pilote, je trouve pas vrai quoi, il est efficace et à la fois je trouve qu'il en donne pas assez, en fait, et je les petites pistes qui sont introduites de tous ces personnages, tu fais: «OK, pourquoi?» Mais je trouve que le pilote ne raconte pas assez de choses, pour, je veux dire, donner une sorte d'entrain pour voir la suite, et j'avais même pas envie de savoir ce qui se passe après. C'est-à-dire, je me suis endormi complètement dans l'épisode 2. J'ai essayé de regarder l'épisode 3, je me suis endormi aussi, donc je comprends plus rien à la série. Donc C'est j'ai peut-être parce que arrêté. tu travailles trop, non, aussi? Que tu t'endors Non, vite? parce que tu vois, en parallèle de ça, j'ai regardé la saison 3 de Sex Education, tu vois? Et j'ai tenu, donc c'est pas non plus une grande série, mais je sais pas, ça m'a plus tenu en haleine, quoi. Et là, en fait, ouais, je sais pas ce qui m'a dérangé. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une forme de pilote automatique sur le mystère, en fait, et pourtant David Okoye, même récemment, c'est pas j'ai dit: «Bah, peut-être qu'il vieillit ce monsieur». Mais en fait, non, parce que récemment, il a fait des trucs qui ont eu plutôt du succès, comme Big Little Lies. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est quand même la même ça vient de la même autrice, du coup. C'est Ah la OK, ouais, Voilà. je ne savais pas du coup, tu me Et l'apprends. je trouvais, alors j'ai pas vu la saison 2 de Même Big autrice, Little. tu veux dire même personne, le même livre d'origine? Exactement, oui, c'est la même personne qui l'a écrit. Et Big Little Lies était une adaptation pour HBO avec Nicole Kidman, et là, c'est aussi une adaptation pour Prime, et je trouvais Big Little Lies, même s'il y avait j'ai pas tout aimé, la saison 1 était quand même vraiment réussie, je trouvais. Ah, c'était pas tout à fait le même ton, mais je trouvais que je sais pas, l'écriture était un peu plus intéressante. Là, honnêtement, il y a des personnages, je passe complètement au travers. En fait, j'ai pas envie de les connaître, en fait. La famille de Michael Shannon, bah, je m'en fous, en fait, parce que, je vois à peu près où on va, ça m'a pas trop surpris d'apprendre pourquoi ils sont là, et voilà, ça m'a pas spécialement intéressé. Bah, c'est vrai que Hem, c'est un peu les seuls où on ressent un vrai drame pour le coup, parce que
pour le coup, les autres personnages, j'ai plus l'impression que c'est des histoires de cœur, un peu Luke Evans qui est plus avec son mec, Melissa McCarthy qui est plus avec son mec, et en plus son bouquin qui est pas signé. Eux, on sent que pour le coup, il y a eu un décès en tout cas, qui est lié à leur fille. Donc, est-ce qu'ils ont perdu un autre de leurs enfants? Est-ce que sa fille Un allait se chat, marier ou était enceinte? Non, je pense que c'est un un petit peu chien, plus qu'un chat, même si un voilà, lapin nain, le décès d'un un chat chihuahua, peut détruire une famille aussi. un Mais raton laveur c'est difficile de parler ou sérieusement. un cochon d'Inde. Et ça, je peux vous dire que ça fait du mal, les cochons d'Inde. Et les Très cochons bien, très bien. d'Afrique. Putain. Aïe, 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 Non, aïe, mais aïe, voilà. aïe, aïe. Non, mais en fait, bah, alors, tu vois, c'est vraiment la. Alors, déjà, moi, je trouve que à la réalisation, ça, c'est encore un truc que je trouve bien. C'est quelqu'un qui prend la série, qui l'amènera jusqu'au bout. Mais malheureusement, c'est pas un très bon réal pour moi. C'est Jonathan Levin qui a fait des comédies plutôt ratées. Beaucoup avec Seth Rogen. Mais pourtant, j'adore Seth Rogen, mais ses comédies étaient pas top top. Il a fait des trucs comme 50-50 ou un truc. Merde. Oula. Faudrait que je trouve une page Wikipédia très vite. Un truc sur 3 amis qui font une nuit de débauche qui était vraiment pas terrible. Un Very Bad Thing? Very Non, Bad Trip? This is the Night ou un truc comme ça, c'était un peu Ah oui, oui, ouais, oui. c'est pas le titre Oui, enfin exact. des grosses comédies américaines, quoi. Ouais, mais vraiment dans l'école vraiment le L'école Seth Rogen, Rogen et son exactement. comparse. Il y Je a me pas rappelle Franco plus. dans ces films-là, mais Non, pas Franco, je pensais à l'autre, son comparse d'écriture, ah, Seth Rogen. oui, bah, je vois, tu Bon, couperas, écoutez, excusez-nous, chers auditeurs, Ouais, on est il est fatigué tard là. quand on enregistre. Pierre rentre du travail et tout le monde rentre du travail, en fait. Non, mais voilà, en fait, je trouve la série correcte, mais elle m'a pas donné envie de me plonger dedans. Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout déjà vu en fait et le petit mystère, tu vois le personnage de Nicole Kidman, moi je le trouve borderline ridicule par contre, parce qu'en fait tu fais: «Ouais mais il faut donner plus que ça pour, construire des personnages les copains», et là tu fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, même si ça aurait peut-être que ça aurait expliqué pourquoi ce centre existe, pourquoi qu'est-ce qui se passe tout ça, bah, ça m'intéresse pas trop parce que je sais pas, je suis vraiment pas ça m'a laissé vraiment sur le carreau en fait, je trouve qu'il y a c'est bien d'avoir des bons acteurs qui viennent faire des trucs. Je trouve qu'ils sont trop mis dans une case et j'ai l'impression que ça se marie pas bien en fait et ça me paraît pas fluide en fait. J'ai l'impression que c'est artificiel comme série. J'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment prévu pour, que ça devienne quelque chose, pour un peu générer du mystère. Tu as l'impression qu'ils rajoutent un peu à chaque fois des petits éléments pour: «Ouais vas-y je vais quand même regarder le deuxième pour savoir ce qui se passe», et j'ai l'impression que c'est juste construit comme ça pour arriver à un truc où tu fais: «OK, bah, en fait c'est de la merde». Et moi j'ai vécu ça comme ça en tout cas et voilà. J'y suis pas arrivé quoi. Mais c'est pas grave, hein. Suivant. Allez. Bah, en fait, moi, c'est très compliqué d'entendre Pierre dire ça parce que je trouve que justement, c'est exactement le principe de la série. Et je peux pas vraiment argumenter parce que j'ai pas envie de spoiler et pour celles et ceux qui vont regarder, ça cacherait le plaisir. Mais ce que dit Pierre sur justement le côté fake, je trouve que c'est le cœur de la série et que tout est basé sur ça et que la qualité pour moi de la série justement, c'est de jouer avec ces faux semblants et ça montre qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive en société et encore plus dans un groupe, dans un huis clos, heu, on veut avoir la maîtrise de l'image, on veut avoir la maîtrise de ce qu'on va donner aux autres et au fur et à mesure des épisodes, en fait, des moments de crise vont faire exploser des informations et qui vont absolument faire éclater, ces personnages de façade que chacun essaie de donner pour, justement donner le change. Parce que ce sont tous ces personnages sont, en situation de crise, ont des fêlures et qui veulent à tout prix masquer et c'est d'autant plus vrai sur des personnages, comme Melissa McCarthy qui sont, c'est un auteur à succès et donc elle véhicule quelque chose comme ça, de la réussite et tout, alors qu'au fond d'elle, elle est complètement brisée et toute cette psychologie-là, moi, je l'ai adorée et après, je trouve que, heu, je comprends encore mieux l'espèce de désaveu de Pierre, hein, si les comédiens, génèrent en lui une sorte de lassitude. Parce que, pour moi, le plaisir justement joue avec ça et le casting est construit sur ce sentiment-là de façade et par exemple, Michael Shannon, il en fait des caisses, mais au fond, il y a un épisode en particulier et je vais pas dire lequel, où tout d'un coup,
il va se révéler d'une certaine façon et j'ai pleuré, moi, il m'a ému aux larmes et il était incroyable. Moi, Michael Shannon, je l'ai toujours vu dans des personnages soit vraiment fous, genre dans Tech Shelter, par exemple, où il est absolument ingérable, il fait peur parce qu'il est toujours en limite, ou même dans Boardwalk Empire où il est complètement frappadingue, quoi. Et là, il joue un père de famille qui fait ce qu'il peut pour essayer de tirer la famille vers l'avant, et sa femme, elle, au contraire, c'est plutôt elle qui tient la culotte. Enfin, je sais pas, je trouve que tout ce que tu as décrit, en fait, et pour expliquer que tu aimais pas, c'est tout ce que j'aime, en fait, je crois, dans la série. Ah oui, non, mais Bah, Voilà. pour moi, si je c'est peux, vraiment. pardon, non, juste parce que je vais parler juste 2 secondes et après Vas-y, je te vas-y. rends la parole, Pierre, mais c'est là où je rejoindrai Pierre par contre sur ce qu'il a dit. C'est que sur le pilote en tout cas, hein, parce que on le rappelle ici, on parle des pilotes et moi je n'ai vu que le pilote. Il me manquait effectivement ce petit côté, j'appelle ça le one more thing d'une conférence Ubisoft à l'E3. Et ce petit truc en plus à la fin qui fait que effectivement pourquoi je lancerai la suite. Et autant je trouve vraiment le pilote très intéressant, les personnages bien présentés. Moi, j'ai aucun problème avec les acteurs pour le coup. J'aime bien le contre-emploi, donc tout le monde. Excusez-moi, je viens de défoncer un moustique. Euh, donc non, le contre-emploi me dérange pas du tout, et je trouve que tout le monde marche vraiment plutôt très bien. Par contre, effectivement, la fin vraiment du pilote m'a déçu, et j'attendais un vrai quelque chose, un vrai petit cliffhanger de fin qui ferait que, ok, là, je vais lancer, j'ai vraiment envie d'être la semaine prochaine pour voir l'épisode 2. C'est là où je suis d'accord avec Pierre. J'ai pas eu ce petit truc, ce petit moment de folie qui fait que voilà, la série peut me donner plus que ce qu'on m'a présenté jusque-là. Elle en a sous le capot, il y a plus à voir. Il n'y a pas juste voilà, découvrir le pourquoi du comment de ces personnages, savoir ce qu'il y a aussi sur le global, un peu un fil rouge, quelque chose. Voilà, c'est là où moi, je rejoins Pierre et je mettrais un petit bémol sur le pilote, en tout cas, ce serait là-dessus. Après, est-ce que je suis trop formaté sur les cliffhangers de fin d'épisode et voilà, faut tout de suite lancer parce que maintenant on est devenu des gros consommateurs, il faut tout de suite lancer la suite maintenant, ou juste rendre les gens accros et attendre une semaine comme des dingues la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la petite chose qui m'a gêné. En plus, surtout que vu que j'étais sur mon téléphone, je voyais qu'en fait il restait genre 6 minutes, et en fait c'était à la Disney, c'est genre il y avait 6 minutes de générique à la fin. Donc grosse déception à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, non, par contre, moi j'ai plutôt apprécié la série. On l'a peut-être pas dit d'ailleurs, ce sera 8 épisodes total. Donc là, il y en a 6 Mathias de dispo, c'est ça que tu m'as dit? Je crois que c'est 7 même. Ok, donc voilà, on a un petit peu de retard, chers auditeurs. Bah oui, ça a commencé le 18 août, donc forcément on est quand même bien à la bourre, vu qu'on est bientôt, on est fin septembre, non, on est mi-septembre. Donc ça fait un mois. Mais voilà, 8 épisodes, c'est sûr qu'en tout cas, la série m'a donné envie de la regarder. Les mini-séries, c'est toujours bien. Et surtout quand tu sais que voilà, tu vas avoir une fin rapidement et que tu n'es pas obligé d'attendre 8 saisons. Donc voilà, moi je voulais juste aller avec Pierre sur ce point-là, où pour le coup je suis vraiment d'accord avec lui. Il manque un petit côté, voilà, pourquoi aller plus loin. Je te rends la parole, Pierre, excuse-moi. Non, non, mais en fait, je me rends compte que j'ai déjà fait le tour. Non, mais c'est vraiment, ça fait partie des films comme des séries. Et là, c'est un exemple un peu où t'as l'impression de voir l'écriture, en fait. Et moi, ça me dérange un peu. Après, quand t'arrives à passer outre ça et je pense que moi, je râle juste trop la fabrication et je me laisse pas du tout porter par les personnages. Et moi, à chaque fois, ça me le fait dans beaucoup de films, hein. Là, je vois juste la fabrication et en fait, je trouve limite le personnage de Nicole Kidman grotesque. Et tu fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait?» Ça après, même dans l'épisode 2 quoi, bon, après je me suis endormi donc je parle avec, le mec qui s'en quoi, ça n'a aucun sens, mais ça m'a jamais titillé quelque chose, en fait. Et ouais, je suis complètement passé à côté et je trouve vraiment que les rapports qui se créent entre les personnages, tout fait assez faux, en fait. Tu l'impression que c'est du forcing pour faire en sorte que ça interagisse. Et je sais pas, il y a vraiment un truc qui me rebute, quoi. Après non, j'ai envie d'aller en vacances là-bas, ça a été tourné en Australie, c'est cool.
C'est très joli. Voilà, C'est c'est- marrant parce que du coup, on l'avait dit, mais c'est vrai que l'auteur original du roman est australienne. Alors, je crois que c'est censé être la Californie, mais c'est tourné en Australie. Ouais, c'est censé être la Californie. Ils sont partis tourner en Australie pour les raisons de pandémie, tout simplement. Ouais, comme Oui, Sweet Tooth qui se passe aux États-Unis, mais c'est tourné en Nouvelle-Zélande, quoi. Exact. Oui, pour les crédits Comme Le d'impôt. Seigneur des Anneaux qui est censé se passer dans les terres du milieu, mais en fait, c'est tourné en Nouvelle-Zélande, quoi. Ouais, ils ont pas fait l'effort. Je crois que ça coûte cher quand même les billets. Donc, Pour les terres du milieu, ouais, c'est Et c'est comme cher. les Gardiens de la Galaxie aussi. Ouais, ouais, je crois aucun que les effort, billets c'est aucun cher effort. aussi. Alors, il y a des petites anecdotes un peu ridicules. On peut voir que par exemple Nicole Kidman, N'a elle pas a touché de salaire pour la série? ouais, non, non, mais elle s'en fout, elle est là pour je sais pas, pour le mantra. Non, apparemment, elle a rencontré les acteurs au moment où ils ont fait la première scène avec elle, et elle est restée dans le personnage pendant toute la production. Waouh, Actor Studio, Nicole Kidman. La meuf, c'est Apocalypse Now, quoi. Donc, super, super. Bah, en même temps, Non, quand t'es mais au bord quand t'es au bord d'une piscine, c'est facile de rester dans le personnage, n'est-ce pas, Nicole? Enfin, ça, c'est de Cette l'élément anecdote, de langage marketing, on s'en fout. Ça. complètement. Je pense Oui, que non, là, on c'est est- Amazon Prime qui me dicte des petites Ah oui. anecdotes. Ouais. Non, parce non, que mais Parce vraiment, que pas d'anecdote IMDb. si tu veux de l'anecdote IMDb, je peux te dire que Bobby Cannavale et Michael Shannon se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Boardwalk Empire. Et voilà. Bravo. Il jouait dans Boardwalk Empire. Ouais, mais dans les dernières saisons. Ouais. Et d'ailleurs, Alors son moi, personnage... surtout, moi, je l'ai découvert dans Vinyl, que Il est j'avais incroyable. adoré. Enfin, je l'avais déjà vu avant, mais vraiment, je l'ai découvert en tant qu'acteur dans Vinyl. Et c'est vrai que Broadwalk, par contre, j'ai toujours pas vu le Broadwalk. Shame on me. Mais oui. Et d'ailleurs, il avait même joué dans Ali McBeal. Oh, waouh. Pardon. Ah ah. Oh, waouh. Parce que Regina Hall était un personnage récurrent de Ali McBeal et d'à peu près beaucoup de séries David O'Kelly. Moi, je me rappelle, en fait, ça m'a fait vraiment un blocus mémoriel où je l'ai vu et j'arrivais pas à la replacer dans Ali McBeal. Je savais que c'était elle, mais j'arrivais pas à comprendre que c'était elle, en fait. C'était très bizarre. Il y a trop de décalage entre les deux personnages. Mais voilà, mais sinon, D'ailleurs, le personnage qu'incarne Regina Hall, Carmel, la trajectoire qu'a ce personnage dans la série est incroyable. Enfin, Moi, je trouve, enfin, c'est le personnage qui m'a vraiment marqué pour le coup, parce que c'est celle qui est vraiment, elle est en décalage avec tous les autres. Et alors, elle s'en prend mais plein la gueule, la pauvre. Elle a rien demandé. La scène avec Bobby Carnival en train de pisser dans l'arbre. Vraiment, j'ai trouvé, mais c'était horrible. En fait, la meuf est super gentille, elle est polie, elle dit bonjour à tout le monde, et tout le monde la traite comme une merde. Et c'est la seule qui est vraiment, pour le coup, fascinée par Nicole Kidman, où en gros, c'est presque gênant en fait, parce que du coup, il y a un côté gourou, ça s'est assumé, ça va avec ce délire de centre, un peu de remise en forme de ses chakras, Naruto, quoi. ouais, parce Et, qu'elle a une super réputation, en fait. Oui, voilà, parce qu'en Enfin, fait, son c'est que centre. Alors, c'est ce qu'ils disent, c'est que du coup, le centre, tu n'y rentres que par bouche à oreille. Mm, mm. Ils Sur sont pas invitation. trouvables, et ils ont pas de compte Instagram, ils ont pas de tous ces trucs-là qui font que maintenant, on va sur booking.com réserver un hôtel. Donc, elle, son personnage m'a touché, et vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'évolution possible sur ce personnage, on sait pas pourquoi elle est là, et c'est un peu le seul où il y a vraiment une grosse part de mystère. Après, voilà, du coup, j'ai beaucoup d'attentes en fait sur la suite, et j'ai pas envie d'être déçu si c'est vraiment un truc juste basique où en fait, voilà, chacun vient parce qu'il a des problèmes dans sa vie, puis au bout de 8 épisodes, tout le monde a résolu ses problèmes et tout le monde est content. Et regardez, Ouais, je maintenant sais. Michael Shannon, il a retrouvé sa femme, ils ont oublié le décès de leur cochon d'Inde, et tout va bien avec leur fille. Donc, Moi, je sais voilà. ce qui s'est passé. Parce que tu as vu la suite en ASMR. Eh oui. Bon, bah écoutez, très bien. Bah, on revient à des avis différents. On avait parlé de quoi la semaine dernière? Les maîtres de l'univers. Non, on a parlé de Only Murders in the Building, Mathias. Ah Tu n'es oui. pas à jour. Oh la Maîtres vache, de mais l'univers, qu'est-ce c'était que avant. j'aime cette série, mais vraiment, j'en peux plus tellement je l'aime. Nouvel épisode demain d'ailleurs. Ouais. Dernier épisode avec Sting qui était incroyable. Ah, j'ai hâte. Vraiment, donc on vous l'avait conseillé la dernière fois, et ben on vous la conseille encore plus pour le coup. Ah ouais. Alors, allez, je tente un truc là. En un mot, pourquoi regarder ou ne pas regarder la suite de Nine Perfect Strangers? Mathias. Ça n'a aucun sens comme injonction. Non, et puis en un mot, c'est impossible, mais moi, je trouve que c'est une série jubilatoire qui peut-être est lente à démarrer,
mais qui prend une tournure assez unexpected. Ok. Ok. Voilà. Pierre, pourquoi ne pas regarder du coup? Ouais. Pas parce que c'est la rentrée qu'il y a 3 millions de séries, donc je pense que celle-là est indispensable, mais si vous aimez les piscines et l'Australie, c'est cool, quoi, voilà. Bah, moi j'ai envie de continuer juste pour Bobby Carnival et Michael Shannon. Voilà, parce que je les aime bien et que j'ai quand même envie de savoir la fin. Bon, bah écoutez, très bien. Et ben voilà, on vous a parlé de Nine Perfect Strangers, donc sur Amazon Prime Video. Mathias a beaucoup aimé, c'est lui qui nous l'a conseillé et recommandé. Pierre a Balek, j'ai envie de dire. Moi, j'ai été plutôt intrigué, pas spécialement déçu, non, vraiment intrigué. Sûrement, je pense que je terminerai cette série. Je propose que nous passions au coup de cœur recommandation de la semaine. Pierre, que conseilles-tu à nos chers auditeurs? Moi, je veux juste, peut-être, je pense que vous serez d'accord avec moi, juste qu'on fasse un petit hommage à Michael K. Williams, même si ça fait un petit Exactement. moment, mais on n'a pas tourné depuis, qui est quand même un des plus grands acteurs de série des dernières années, je pense. Parce que où il était, dès qu'il a fait un rôle, il était parfait. Et donc, regardez The Wire, regardez The Night Of, regardez tout, en fait, parce que tout est bien. Et Et même récemment dans Lovecraft Country, il était bien aussi. Même la il série, était génial. Et pourtant, enfin, j'ai pas trop accroché, j'ai mais pas trop accroché. Je l'ai terminé la série pour le coup, mais j'ai pas. Et lui, par contre, il était incroyable. Il était vraiment incroyable dedans. Et c'est vrai que c'était un très très grand acteur, décédé le même jour que Jean-Paul Belmondo, donc aussi un très grand acteur français qu'on a perdu ce jour-là. Mais voilà, c'est pas le même registre. Je crois pas que Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Belmondo, il y avait eu un tweet là-dessus sur la meuf c'est pas une meuf du gouvernement qui s'est plantée, qui a dit Jean-Pierre Belmondo. Donc tu vois, je reproduis les mêmes conneries que les gens. Non, je crois pas que Jean-Paul Belmondo, il a pas fait de télévision du coup. Il a pas fait de série télé. je ne crois pas, non. Non, bah Alain Delon l'a fait. Hein. Ah, il aurait pu faire Louis la Brocante à la fin de sa carrière. Alors, Alain Delon, c'était quoi la série pourrie là? J'avais fait le dérochage pour le lancement de Pluto TV de sa série claquée là. On parlait de Michael K. Williams. Oui, Ouais. pardon, excusez-moi, je dévie, c'est à cause de Jean-Paul. Donc voilà, oui, non, Michael K. Williams, très 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 grand acteur. Ouais, c'est triste. Il pour, était même bien dans Community, c'est très bien Community, mais Ouais. c'était parfait de le voir là-dedans, quoi. Eh bien, est-ce que du coup, on recommande des choses ou pas? On peut recommander des trucs avec Michael K. Williams. Alors, du coup, non. Puis bizarrement, The Wire me vient là. Oh bah quelle surprise! Toi, Pierre, tu recommandes The Wire? Est-ce que vous avez 3 heures de votre temps pour parler du pilote, par exemple? C'est prévu, Pierre. Si un jour on arrive à vraiment se remettre à enregistrer nos épisodes dans le thème, on va peut-être y arriver un jour. eh ben, moi, justement, je voudrais en profiter pour faire la promotion d'une série avec Michael K. Williams, Kenneth Williams, que j'ai absolument adoré, qui est l'adaptation de Polar. C'est une série qui s'appelle App and Leonard et qui est absolument géniale. Je vous encourage à voir ça. Je pense que c'est disponible en plus sur Amazon Prime. Et il y a 3 saisons, ou peut-être 4, mais 3 sûrs. Et c'est un bijou, c'est drôle, c'est enlevé, c'est méchant parfois. Enfin, et puis ça parle, c'est en Louisiane ou dans le Mississippi. Enfin, c'est dans le sud des États-Unis. Et puis ça parle racisme, ça parle homosexualité, ça parle. Il y a un vrai fond et c'est super divertissant. Et les dialogues, c'est un peu. Ils ont des dialogues qui est un peu à la Audiard, mais actuel, quoi. Et vraiment, enfin, voilà. Alors, je veux pas mettre ça sur le coup de ton grand âge, Mathias, mais je suis sûr à 99% que tu nous as déjà parlé de Happen Leonard. Ce n'était pas dans un coup de cœur, mais en tout cas, tu nous en as déjà parlé dans un podcast parce que je me rappelle avoir déjà dit que j'avais monté le sujet que tu avais écrit dessus sur Game One. Et il me semble que c'est le rapport à la Louisiane, donc je me rappelle plus quel délire, où c'était une série qu'on n'avait pas aimée, où il y avait un flashback en Louisiane. Ah. Où le mec se téléportait et il voyait un mec en Louisiane. On a parlé de ce truc dans le podcast et il me semble que c'est à ce moment-là que tu nous en avais parlé. C'était pas le truc des oiseaux. Des oiseaux. C'est pas là Des où oiseaux. il faisait pas avec Dieu. Il faisait pas un dieu ou un mec tout en blanc. Non, c'était Si. le personnage de Lester, c'était Lester Freeman. Ah oui. Ah, mais c'était The Underground Railroad.
Non, 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 une non, série non, vraiment ça toute c'était bien, pourrie. c'était bien. C'était Non, une, c'était un truc nul, je me rappelle. une série Putain, Netflix avec les enfants et les oiseaux, là, les enfants. Ouais, C'était pas ouais. les trucs de Ah, Baker mais Street. les orphelins de Baudelaire, là, Non, non, Les orphelins de Baker Street. les orphelins, non, oui, les orphelins de, non, les Les- irréguliers de Baker les Street. irréguliers, ouais. Les Grosse émigrés de série. Baker Street. Ah, la fatigue. Et on en a fait des choses en 5 mois, les gars. Putain. Allez, Mais Jean-Jacques Belmondo. Mathias, il est déjà en train de se répéter sur des podcasts qu'on a enregistrés il y a 3 mois, quoi. Eh bien, non, mais là, c'est vraiment en hommage parce que. Non, mais en du fait, coup, c'est vrai qu'un c'est- Léonard, en plus, je l'ai toujours pas regardé, elle est dans ma liste depuis longtemps. Mais je crois que t'as raison, elle est sur Amazon, faudrait que je vérifie. Oui, c'est sûr qu'elle est sur Amazon, mais je sais pas combien de séries. Il en manque une, moi, que j'ai pas pu voir parce qu'ils l'ont pas encore mise à dispo. Mais c'est vrai que tout le monde a tendance à citer The Wire à juste titre, évidemment. Mais je trouvais ça sympa de mettre l'accent sur cette série, d'en remettre une couche. Non, mais tu fais bien. Et il est on même là pour ça. il est super bien enfin, il est bien partout de toute façon. Mais il y a Boardwalk Empire aussi où son personnage de Shalky White est particulièrement impressionnant. Vous me rappelez à chaque fois le nombre de bonnes séries qui me restent encore à regarder alors qu'on en commence des nouvelles toutes les semaines. Bah du coup, alors moi je vais pas faire, du coup je suis désolé, hein, je vais pas faire un hommage à Michael, parce que moi du coup en ce moment je me refais Fringe. Donc je vais pas trop élaborer parce que je pense qu'il y a des chances qu'on en parle peut-être un jour si on refait un jour des épisodes dans le thème comme je l'ai dit, peut-être en science-fiction ou voyage dans le temps ou autre. Clairement, il y a des chances que je parle de Fringe. Donc c'est une série voilà qui avait été créée par J.J. Abrams à l'époque et Alex Kurtzman. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis le pilote. J'avais envie de revoir le pilote. J'ai vu que c'était sur Amazon. J'ai maté le pilote et là, je suis bientôt à la fin de la saison 3. Ça fait une semaine. Donc, autant vous dire qu'effectivement, quand je dis que j'ai pas eu le temps de mater Night Perfect Strangers, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le regarder à la maison parce que je re-regardais Fringe. Donc voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même une série qui a proposé des concepts de SF vraiment super cool. Peut-être qu'on avait déjà vu des choses dans X-Files ou autre, mais il y a quand même des choses qui ont été faites en télé sur Fringe qui n'avaient jamais été faites avant. Moi, c'est une série que j'étais content de retrouver parce que c'était la nouvelle série de J.J. Abrams après Lost, ou peut-être qu'il y avait eu Alcatraz entre-temps. Fringe, c'est un peu, voilà, c'est le X-Files des années fin 2010, quoi. Et vraiment, il y a des concepts de SF assez fous. Et au casting, voilà, on a John Noble que vous connaissez peut-être si vous êtes un grand fan du Seigneur des Anneaux, parce qu'il jouait le papa de Boromir, qui jouait un rôle donc de bel enfoiré d'ailleurs dans le Seigneur des Anneaux. Et donc on retrouve là et qui est vraiment pour le coup l'acteur le plus incroyable de Fringe. Je ne remets pas en question les autres acteurs, parce qu'on a l'actrice donc qui joue Olivia Dunham, qui est Anna Torv, qu'on a vu dernièrement dans Mindhunter sur Netflix, la série de David Fincher. Donc c'est vraiment une très grande actrice. On retrouve également pour les fans de Dawson Percy, je crois qu'il s'appelait Percy dans Dawson. J'ai vu d'ailleurs, il est dans de nouvelles séries, j'ai vu les affiches dans le métro, là, Dr. Death, avec Alec Baldwin. Enfin bon, voilà, donc c'est mon petit coup de cœur du moment. Voilà, je me refais Fringe. Tout n'est pas bon, c'est des formats à l'ancienne, voilà, 22 épisodes par saison, ça pique un peu. Mais bon, il y a vraiment des très bons épisodes au milieu de tout ça, des petits concepts de voyage dans le temps, de réalité parallèle, de science-fiction qui sont chers à mon cœur. Donc voilà, si vous avez jamais vu Fringe, regardez Fringe. Pierre, Mathias, merci beaucoup. Jérémy, merci. Pierre aussi. Donc, Merci, on le Pierre. rappelle, Merci. on vous a parlé de Nine Perfect Strangers, une série Hulu, diffusée en France sur Amazon Prime Video, qui nous a été chaudement recommandée par Mathias. Donc voilà, les avis ont été assez divers et variés, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, sauf quand on parle de Resident Evil Dislocation, là, où je me rappelle plus le nom que c'était. Enfin, en tout cas, mentalement, j'ai vécu une dislocation. Chers auditeurs, donc comme d'hab, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, on a même une chaîne YouTube. Bricorama. Sur les réseaux sociaux, on est sur Bricorama. J'ai même pas eu de vanne, c'est tellement con, putain. Donc voilà, vous pouvez nous écouter, nous envoyer un petit message, nous dire ce que vous avez pensé du podcast, nous dire ce que vous avez pensé de Nine Perfect Strangers. On vous retrouve très vite parce que, comme on vous l'a dit, il y a plein de nouvelles séries qui arrivent et on l'espère des très bonnes. Et vraiment, je touche du bois en vous le disant pour Fondation parce que j'ai très hâte de la voir et j'ai très hâte qu'on en parle. Pierre, Mathias, merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Au revoir.